Aujourd'hui, je ne suis pas sorti de ma nuit, d'Annie Ernaux. Ma mère a été atteinte de la maladie d'Alzheimer au début des années 80 et placée dans une maison de retraite. Quand je revenais de mes visites, il fallait que j'écrive sur elle, son corps, ses paroles, le lieu où elle se trouvait. Je ne savais pas que ce journal me conduirait vers sa mort en 86. Voilà le résumé de Je ne suis pas sorti de ma nuit de Annie Ernaux, donc a été le prix Nobel 2021 de littérature. Et donc c'est aujourd'hui sur ce livre que nous allons parler. Alors Annie Ernaux, du coup, elle avait vécu la maladie de sa mère, donc elle a été atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie qui se caractérise par une perte de mémoire progressive, une perte aussi sur le plan psychomoteur, de réflexes, de processus moteurs, de ne plus arriver à apprendre des choses et de perte progressive et lente d'absolument tout ce que l'on peut faire au quotidien, de toutes les choses simples, c'est-à-dire manger, se retenir, d'aller aux toilettes, des choses extrêmement simples qui progressivement dégradent le corps et le créent en une sorte de chose absolument immonde dans le sens où on ne reconnaît plus la personne et la personne ne nous reconnaît plus. Il y a une véritable transformation, une dismutation qui se fait dans la maladie d'Alzheimer que Annie Ernaux a sublimement montré ici dans son livre. Alors, elle l'a sublimement fait parce que c'est un livre qui est absolument cru. C'est un livre qu'il faut lire vite. Vite dans le sens où tout est tellement écrit dans une certaine rapidité que pour s'imprégner de la sentimentalité qu'il y a dans le livre, il faut le lire vite. Parce que ce qu'il s'est passé, c'est que à chaque fois qu'elle rendait visite à sa mère, à la fin de chaque visite, elle était obligée d'écrire. Alors c'était écrire un paragraphe, écrire quelques pages, mais c'était écrire peu et vite pour transcrire avec le moins de mots possible et avec les mots les plus forts possibles la puissance des sentiments et la puissance de tout ce qu'il y a derrière chacune des fois où Annie Ernaux a rendu visite à sa mère. Alors moi, ce livre me touche très particulièrement parce que ma grand-mère a été atteinte de cette maladie et j'ai vécu ce qu'a vécu Annie Ernaux un peu indirectement. C'est-à-dire qu'à un certain moment de la maladie de ma grand-mère, je n'allais plus la voir tout simplement parce que mes parents ne m'y amenaient plus, parce que ma grand-mère était morte bien avant le jour de sa mort et que la femme qui m'avait appris à écrire n'était plus que finalement un légume, pour utiliser ce mot péjoratif, mais c'est l'idée qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus bouger, elle ne voulait plus parler, elle ne reconnaissait plus personne. Et même l'alimentation, la chose la plus essentielle dans la vie, qui est que se nourrir, elle n'y arrivait plus. Et je pense que pour commencer cette analyse, je vais faire parler Madame Ernaux dans une des archives de l'INA, dans laquelle on lui pose des questions sur 2 de ses livres, La honte et Je ne suis pas sorti de ma nuit. Vous dites de ce livre, c'est un résidu de douleur. Je crois que ça peut être vu comme ça. Enfin, pour moi, c'est ça. Mais alors, vous avez beaucoup souffert, mais cette mère, vous l'avez détestée. Vous l'avez détestée parce qu'elle vous haïssait, parce qu'elle avait une fille une fille aînée qui est morte et dont vous avez pris la place, parce qu'elle n'avait qu'un code. Vous parliez des codes. Avec un code, c'était la religion, oui, et qu'elle vous a asservi à ce code et que. Mais oui, mais il y a eu l'amour au départ. Ma mère, j'ai écrit, je l'ai cherché partout dans le monde, j'ai cherché son amour partout dans le monde. Et je crois que c'était la personne la plus importante pour moi, telle qu'elle était, avec ces codes que j'ai ensuite violemment refusés à l'adolescence. Et tout ressurgit au moment de sa maladie d'Alzheimer, parce qu'elle a des accès de paroles violentes où elle ressurgit justement tout ce que j'ai détesté. Alors, le titre « Je ne suis pas sorti de ma nuit », entre guillemets, c'est... Je connais la réponse, oui. mais c'est les derniers mots que ma mère a écrits dans une lettre à une amie, et elle n'a pas pu terminer sa lettre parce qu'une des caractéristiques de cette maladie, c'est qu'on ne peut plus écrire à partir d'un moment. Et cette phrase me revenait continuellement chaque fois que j'allais la voir, parce que elle ne pouvait plus écrire du tout, et même ces mots-là, elle n'aurait pas pu les écrire. Et je crois aussi que ce titre-là, je pense que
ma mère qui aimait tellement lire, qui admirait tellement la littérature, bien qu'elle n'ait jamais fait d'études, bien je crois que c'est un peu à cause d'elle que j'ai écrit. J'ai trouvé cette interview assez folle, dans le sens où le présentateur cherche vraiment à confronter Annie Ernaux dans sa manière de dépeindre sa mère. À la confronter dans le sens où je connais mal l'œuvre d'Annie Ernaux, je n'ai lu que Je ne suis pas sorti de ma nuit et La Place, donc je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai envie de connaître mieux l'œuvre de Madame Ernaux, qui est absolument merveilleuse. Mais en tout cas, pour revenir à ce que je disais, il a essayé de la confronter parce que dans l'ensemble de son œuvre, on a l'impression qu'elle déteste sa mère, qu'elle la prend en haine à certains moments, parce que tout simplement, elle essaie d'imprégner dans sa fille des dogmes que cette dernière ne peut se garder de recevoir. Et donc, il lui dit, mais vous avez toujours détesté votre mère. Ce qui est fou. Et c'est ce que le livre montre à l'inverse. C'est-à-dire que dans tout ce livre, dans toutes les notes, elle va essayer d'exhumer l'amour qu'elle a pour sa mère. Et ce n'est pas elle qui va essayer d'exhumer, c'est en fait les paroles de sa mère et chacun des actes de sa mère pendant sa maladie qui vont exhumer, qui vont trouver en elle tous les pans d'amour qu'elle a toujours eus et qu'elle essaie de démontrer aussi dans ce livre et par ses notes. Alors c'est une démonstration qui est inconsciente en vue de la structure du livre, de la structure des notes qu'elle a prises. Mais dans tous les cas, c'est un livre sur l'amour, au final. Et ce qui est merveilleux, moi ce qui m'a le plus intrigué au début, c'est le titre. Le titre du livre, Je ne suis pas sorti de ma nuit. Un titre qui est entre guillemets, ce qui signifie que ce n'est pas un titre qui a été créé par Madame Ernaux. C'est un titre qui est une citation en fait. Et ça c'est absolument prodigieux parce qu'il y a une poésie admirable dans ce titre qui a été écrit en fait par sa mère. C'est la dernière phrase que sa mère a pu écrire. C'est nuit, le dernier mot. Et la nuit, c'est une métaphore incroyable de cette maladie, incroyable dans le sens attristant, parce que c'est la nuit qui tombe, la nuit qui arrive et qui plonge l'être dans l'obscurité. Et donc quand on voit ce titre, on ne peut que se dire, mais en fait, elle ne sortira pas de la nuit. Et ce qui est encore plus merveilleux, et je ne sais pas si Madame Ernaux a fait exprès, mais c'est que à la page 110, j'utilise le livre des éditions Folio, et donc à la page 110, elle dit « Je suis dans le même temps que celui qu'il faisait lorsqu'elle était encore vivante, froid, avec du brouillard. Sans doute pourrais-je attendre avant d'écrire sur ma mère, attendre de m'être évadé de ses jours. » Ce qui est merveilleux, cette phrase, attendre de m'être évadé de ses jours, elle résonne absolument avec le titre. Attendre de m'être évadé de ses jours. Parce que sa mère, elle ne peut pas sortir de sa nuit. Et donc, Annie Ernaux ne peut pas sortir de ses jours avec sa mère, de cette tristesse accablante à la mort de sa mère qui est absolument essentielle, dans le sens où c'est une tristesse absolument effroyable. La mort d'une mère, la mort de la personne qui vous donne la vie. Et ça, c'est absolument magnifique. Quand j'ai lu cette phrase, ça a été un vrai bouleversement. Ce livre est un vrai bouleversement parce que chacune des phrases est une poésie à part entière. Chacune des phrases de ce livre est tellement crue et tellement forte que c'est une véritable œuvre d'art, chacune des phrases. Quand je lis un livre, souvent j'écorche le haut des pages quand il y a des choses qui
attirent mon intérêt, me font réfléchir, ou que je trouve belles. Et là, absolument presque toutes les pages sont écorchées. Ça a été merveilleux. Alors pour parler peut-être et pour rentrer véritablement dans l'analyse, on va peut-être voir un peu plus en détail les thèmes, les grands thèmes qu'il y a dans ce livre. Alors l'un des thèmes les plus touchants, je pense, c'est ce renversement de rôle. C'est que le rôle de mère et fille est complètement échangé. On voit que la mère devient la fille et la fille devient une sorte de mère qui va s'occuper d'elle à la manière d'un enfant. Et ça, c'est fou. Et que ce renversement des rôles est aussi associé à une sorte de transformation, une lente transformation en une chose inhumaine, presque animale. Alors, cette animalité, on pourrait le voir, page 95. Près de la fenêtre, je reconnais le vieux qui voulait toujours téléphoner dans le hall à des correspondants qui ne répondaient jamais. Voix profonde d'un homme. Mais lequel ? Voix sauvage, venue comme du ventre. Les voix deviennent sauvages ici. C'est absolument prodigieux, les voix deviennent sauvages. Ici, les gens crient, les gens, on dirait presque une forêt amazonienne avec tous ces bruits animaux, cette vaste, comment je pourrais dire, cette vaste cacophonie étrange avec des choses mystérieuses qu'on ne connaît pas. C'est des gens qu'on ne connaît pas et qui ne se connaissent plus. Ce renversement des rôles, on peut le voir par exemple très tôt dans le livre, page 29, quand la mère d'Annie Ernaux va rentrer à la maison de retraite. Je comprends qu'elle croyait revenir chez moi. Sa chambre est maintenant au 3e étage. Un cercle de femmes nous entoure. Elle tutoie ma mère. Tu vas être avec nous ? On dirait des gamines avec une nouvelle à l'école. Quand je pars, elle me regarde d'un air perdu, affolé. Tu t'en vas ? Tout est renversé, maintenant. Elle est ma petite fille. Je ne peux pas être sa mère. Alors je vais peut-être m'attarder un petit peu sur ce passage, parce qu'il y a une typographie qui aussi est très poétique, notamment le « peu » qui est tout en majuscule et qui montre que c'est impossible. Pour elle, ce renversement de rôle est profondément impossible. Et elle ne peut s'imaginer prendre le rôle de sa mère qu'elle a autant détesté auparavant. Elle ne peut pas prendre le rôle et la recopier en un sens. Et aussi, on voit ce renversement avec cette métaphore de la cour de récréation, ce cercle de femmes, des gamines, ce mot péjoratif qui est une sorte de machine à voyager dans le temps. Les femmes reviennent dans le passé, elles reviennent à l'école primaire, comme des petites filles qui ont joué, et même un peu quand les mamans viennent chercher, mais les mamans ou les papas d'ailleurs, viennent chercher leurs enfants à l'école, et qu'ils partent, il y a toujours l'angoisse de l'enfant de se sentir abandonné. Et cette angoisse, c'est cet air perdu, cet air affolé. C'est cette sorte de gradation de perdu à affolé, une sorte de panique. Parce que c'est la première fois que cette nouvelle mère, qui est Annie Ernaux elle-même, va partir et va la laisser avec ses nouvelles camarades qu'elle ne connaît pas. Et donc ça, c'est absolument effroyable de se dire qu'à un moment dans notre vie, on va peut-être subir ce changement de rôle, ce changement de position. Et alors pour parler d'un autre thème, peut-être le thème de la culpabilité. Ça, c'est un thème qui revient énormément, la culpabilité d'avoir placé sa mère dans ce lieu presque d'inhumanité. Et une culpabilité qui est encore pire, parce que sa mère a par moments des sauts d'humanité et des expressions qu'elle utilisait dans le passé quand elle tenait un café avec le père d'Annie Ernaux. Alors page 57 par exemple. Des yeux bleu-gris. Après je pense, c'est ma mère. Le regard de ma mère, avant. En pénétrant dans les galeries Lafayette, je vois une femme parler, seule, peut-être demandant quelque chose. Je marche vite, sans m'arrêter, mais je la regarde. Elle me regarde aussi. Des yeux bleu-gris. Après je pense, c'est ma mère. Le regard de ma mère, avant.
culpabilité. Ce mot culpabilité, qui est seul, il forme une phrase à lui seul, ce qui montre la puissance, l'exagération de ce mot, le fait qu'on veuille absolument le prendre seul, que c'est le sentiment prédominant qui irrigue les veines d'Annie Ernaux à ce moment-là, qui se pose la question de est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je n'aurais pas pu la garder? Ce qu'elle a essayé, ce qui est impossible au final, parce que elle a une vie et elle ne peut pas laisser sa vie et mettre de côté cette vie qu'elle a dûment gagnée en partant de classe sociale plus basse et s'occuper pleinement de sa mère. C'est impossible. Et même c'est impossible parce que on s'occupe d'une personne qui est dans un état qui nous trouble et avec lequel on deviendrait fou. Alors cette culpabilité, elle ressort partout. Page 41, cette question rhétorique qui est absolument effroyable. Ma mère, tu ne t'ennuies pas trop chez toi? Quand elle parle de moi, c'est d'elle qu'il s'agit. Comme elle doit s'ennuyer. Ou bien ce mot n'a-t-il plus de sens pour elle? Que se rappelle-t-elle maintenant de sa vie? Qu'est-ce que sa vie pour elle? Cette question, qu'est-ce que sa vie pour elle? Elle est aussi terrible. C'est-à-dire que elle va garder toujours l'imaginaire qu'elle a une vie, qu'elle tient un café, qu'elle a un mari. Elle garde en tête, la mère d'Annie Ernaux, toute cette sphère de réalité. Mais pourtant, qu'est-ce que sa vie? C'est une sorte de théâtre qui va se passer. C'est un véritable théâtre qui est aujourd'hui, enfin en tout cas à ce moment-là, la maison de retraite dans laquelle se trouve la mère d'Annie Ernaux. C'est une sorte, l'Alzheimer, c'est une sorte de maladie du théâtre. Les personnes cherchent encore à vivre comme avant et on a un passé qui va vaciller, qui va revenir de temps en temps. Comme par exemple page 87. Aujourd'hui, elle me dit « Je serai sûrement mieux avec toi que hors de toi. » C'est réflexe de politesse. Il n'y a pas une chaise parce qu'une infirmière est debout près d'elle. Je me suis mise à lire un journal. Elle a tendu la main vers le papier des gâteaux et je lui ai donné comme à un enfant. La question, il n'y a pas une chaise, fait écho au fait que la mère d'Annie Ernaux tenait un café, un café de village, et donc que sans cesse on cherche à accueillir le plus de personnes possible, et donc la demande de la chaise est une exaltation du passé, une chose qu'elle ne fait plus, qu'elle a fait dans le passé, que sa mémoire a conservé, et qu'elle va jaillir par vacillement. Et page 63, aussi on a cette idée de construction d'un faux monde, d'un monde absolument théâtral. Elle aime et est exactement comme autrefois. Des amis et des ennemis, farouchement. Toutes, elles reconstruisent un monde civilisé. Une femme est assise dans l'entrée et dit à toutes celles qui passent « Bonne promenade !» comme si elle était sur le pas de sa porte, dans la rue. Une autre dit à ma mère « Tu es bien plus belle que moi, tu as ta jeunesse. » Moi je trouve ce qui est le plus terrible, c'est la reconstruction d'un monde civilisé, avec civilisé qui est écrit ici entre guillemets. Parce que finalement, dans cette sorte de prison, dans cette sorte presque d'asile pour des gens qui ne sont pas fous, elles vont essayer de reconstruire quelque chose, d'inconsciemment chercher le contact social, chercher à devenir quelqu'un dans la société, devenir quelqu'un par l'interaction sociale, par la sociabilisation, une sorte de sociabilisation finale, inconsciente et inconstante aussi. Et une des plus belles citations pour moi du livre, qui est page 88, relate un peu cette nécessité d'existence et de sociabilisation. J'ai commencé à la coiffer. J'ai arrêté parce que je n'avais pas d'élastique pour attacher ses cheveux. Alors elle a dit « J'aime bien quand tu me coiffes. » Tout a été effacé. Coiffée, rasée. Elle est redevenue humaine. Ce plaisir que je la peigne l'arrange.
Je me suis souvenu qu'à mon arrivée, sa voisine de chambre lui touchait le cou, les jambes. Exister, c'est être caressé, touché. Cette phrase finale, exister, c'est être caressé, touché, est folle parce que ça montre que l'existence, c'est une interaction, et c'est une interaction tactile. C'est une interaction entre deux êtres qui vont se palper, qui vont se connecter par le sens du toucher. Et c'est autant une caresse, donc une sensation tactile agréable, que simplement être touché. On a une sorte de dégradation, caresser, toucher, mais en fait qui montre que pour être humain, pour exister, on n'a pas besoin forcément de chercher une sensation de bien-être. On a besoin de chercher à être touché, à avoir une relation quelconque avec quiconque. Et ça, je trouve que c'est une des plus belles phrases du livre, absolument. Et donc pour finir avec, pour moi, le dernier thème, parce qu'on pourrait aborder d'autres thèmes également, mais pour moi, ce sont les principaux que je présente ici, c'est le passage du temps. Et ce passage du temps est absolument particulier dans ce livre, parce que c'est un passage du temps qui est en miroir. On voit très clairement le passage du temps pour sa mère, qui se rapproche à petits pas de la mort. Sa mort a pris 2 ans et demi à partir du moment où elle est arrivée dans la maison de retraite. Et en plus, ce passage du temps, on le voit très bien dans le livre, puisque à chaque fois qu'Annie Ernaux prend des notes, elle note la date, elle note le jour. Donc on voit la progression de cette dégradation au cours du temps, de son état psychique et de son état aussi psychomoteur, enfin son état moteur en tout cas. Et donc, comme je disais, ce passage du temps, c'est un véritable miroir qui ramène également Annie Ernaux vers sa condition de mortelle, vers le fait qu'elle aussi va peut-être un jour ressembler à sa mère. Et ça, c'est peut-être la chose qui terrifie le plus Annie Ernaux. C'est une sorte de gouffre essentiel qu'elle retrouve en elle-même, les mimiques de sa mère. Par exemple, page 77, qui est aussi une des phrases touchantes, mais comme j'ai dit au début, toutes les phrases pour moi de ce livre sont absolument touchantes et sont presque à analyser une par une. Dans Le Monde, Claude Sarraute écrit « Ça valait 1000 ». C'est une expression de ma mère, qui disait aussi « ça valait 10 ». Je n'aimais pas ces mots. Je trouvais que c'était du vieux langage. Une forme de délicatesse de ce qu'il ne le faut pas dire pour ne pas blesser les gens, lui était étrangère. Elle est le temps, pour moi. Elle me pousse aussi vers la mort. Le temps est ici écrit en italique, pour vraiment le mettre en avant. Et même cette forme en italique est une forme assez particulière, parce que c'est une forme un peu flottante, c'est une forme qui a l'air de partir. Les mots sont allongés comme s'ils allaient fuir absolument. Donc même dans la forme du mot temps, il y a quelque chose qui s'écoule. Mais aussi cette phrase, elle me pousse vers la mort. C'est-à-dire qu'Annie Ernaux se voit aussi. Et elle veut aussi que nous voyons. Vraiment, ce livre est un miroir quand on le lit. C'est un véritable miroir de la décadence progressive de l'âme, du corps, de tout. Et le pire, c'est que de l'extérieur, les gens lui disent qu'elle a toute sa mère, qu'elle est sa mère. Qu'en étant sa fille, elle a cette filiation fatale qui fait qu'elle aussi, peut-être, va trouver cette même décadence. Et ça, c'est une peur profonde, c'est une peur organique qui existe en Annie Ernaux et qu'elle voit dans sa mère au fur et à mesure de ses venues. Donc je vais dire un passage, page 89. Hier, à Yvetot, ma tante, mes cousines. Tu ressembles à ta mère ? On dirait ta mère. Ma tante parle d'elle. Elle a travaillé toute sa vie. Elle frottait les sols. Elle disait à ton père, laisse ça, je vais le faire. L'orgueil qu'avait ma mère de sa force physique, son dégoût de la maladie, comme d'une infériorité
me reviennent. Un monstre de travail. J'avais cela en horreur. Sa phrase. Tu n'as pas de santé? C'est un passage entier. Ici, c'est une note d'un mercredi, donc une note entière, où on voit vraiment qu'en fait Annie Ernaux et sa mère sont complémentaires. Sont peut-être pas complémentaires, mais en tout cas qu'elles se ressemblent parfaitement. Et donc cette idée du miroir est continuelle. Je n'ai que ça en tête en fait. Je n'ai pas d'autres métaphores possibles parce que c'est vraiment ça que ça me laisse entrevoir ici. C'est que vraiment, Annie Ernaux, qui a aussi travaillé extrêmement dur, mais d'une manière différente, ça a été un travail intellectuel pour Annie Ernaux, alors que sa mère, c'était un travail absolument physique et difficile, surtout pour une femme à cette époque, qui a dû prendre les rênes d'une entreprise et a dû vraiment se meurtrir son corps, en quelque sorte, pour arriver à l'entreprise qu'elle a réussi à avoir au final. Et donc là, on voit très bien entre les comparaisons que font sa famille avec sa mère et un peu ce travail en miroir, bien que d'une autre nature, mais de la même intensité. On voit très bien que Annie Ernaux et sa mère ne font plus qu'un dans ce livre. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est un livre qui parle d'amour. C'est un livre qui parle d'amour pour sa mère, parce que je pourrais continuer à citer absolument toutes les phrases de ce livre, parce que souvent, en fait, Annie Ernaux se rappelle de souvenirs. Chaque fois qu'elle voit sa mère, qu'elle entend sa mère, c'est la mémoire qui va parler, qui va surgir et qui va lui rappeler des choses, et qui va lui rappeler des choses autant positives que négatives, et lui montrer que sa mère aussi, ça a été une personne aimante, et qui a cherché également à amener Annie Ernaux vers la littérature, vers la connaissance, vers tout ce qu'aujourd'hui elle a de beau et de bon, et ce qui a fait d'aujourd'hui la très grande autrice qu'elle est. Parce que on pourrait composer des heures et des heures sur la nature et la particularité de sa forme d'écriture qui est très crue et très vive, avec des phrases très courtes et des mots très puissants. Mais c'est ça qui fait la littérature d'Annie Ernaux, c'est que la puissance montre la réalité. Et donc je vais finir sur, à nouveau, une autre interview d'Annie Ernaux, parce que je crois qu'il est important de faire vivre les auteurs qui sont vivants encore aujourd'hui, et de les faire parler. Parce que c'est parce que personne ne peut mieux parler de son œuvre que l'auteur lui-même. Et donc je vous laisse pour cette fin d'analyse de Je ne suis pas sorti de ma nuit d'Annie Ernaux, écrit en 1997, avec Annie Ernaux elle-même. C'est vrai que se dire, c'est en même temps le temps, je vois le temps qui a passé. C'est très étonnant, je vois le temps. Même, je sais que je ne réécrirai pas la même chose, je là. Et c'est comme un témoignage du temps de l'écriture, d'un temps disparu. C'est un temps disparu, oui. Il fait partie, ce qui fait partie le manuscrit fait partie du temps disparu. Du temps perdu.